Pas d'accord entre le gouvernement et les syndicats après leurs négociations autour de la vie chère. Aucun des 7 points de la plateforme revendicative de la CCVC n'a trouvé satisfaction. Le gouvernement refuse surtout de revenir sur les anciennes tarifications du carburant. Et pendant ce temps, on annonce de nouvelles taxes pour les contribuables. La taxe sur les véhicules à moteur est de celle-ci et c'est sans compter avec le retour d'anciennes taxes. 2019 sera-t-elle l'année des taxes au Burkina Faso? On en sait plus tout à l'heure dans la chronique économie. Bonsoir à toutes et à tous. Après le 10 décembre dernier, le gouvernement et la CCVC se sont rencontrés ce 17 décembre pour le deuxième et le dernier round des négociations autour de la vie chère, notamment l'augmentation des prix du carburant. Aucun point d'accord n'a été trouvé sur les 7 points de revendication des syndicats et pourtant, le gouvernement parle de rencontres fructueuses. Kwame Hervé-Dapa. Nous sortons au niveau de la CCVC insatisfaits de cette rencontre. Donc je me satisfais de la rencontre. Il est clair que le contraste, deux appréciations différentes au terme d'une réunion qui aura duré près de 8 heures d'horloge. Le verre à moitié plein pour le gouvernement. La coalition a fait des propositions, le gouvernement a apporté des réponses, mais nous avons accepté de prendre en compte un certain nombre de points qui ont été soulignés par la coalition, notamment sur les questions des audits de la SONABI et de la SONABEL, afin justement de parfaire les éléments. Et visiblement totalement vide pour la coalition nationale de lutte contre la vie chère. Nous prenons acte de ce que le gouvernement n'accède pas au premier point, au point principal de la revendication de la CCVC, qui est le retour des prix des hydrocarbures. Le point d'achoppement, le voici. Le retour au prix du carburant d'avant l'augmentation du 8 novembre dernier et surtout le changement du mécanisme même de la fixation de ces prix. Et c'est presque le dialogue de sourds. Nous estimons que les arguments que nous avons avancés, notamment sur la révision de la structure des prix, ont été des arguments imparables et que le gouvernement n'a pas pris en compte. Et nous estimons que de ce point de vue-là, il va falloir que peut-être le gouvernement revoie sa copie. Il est vrai que sur la question de l'augmentation des prix du carburant, nous avons un nouveau type de régulation qui est mis en place qui doit permettre normalement, si la tendance baissière se confirme, d'ici fin janvier, avoir une évaluation. Mais il est clair que nous sommes dans ce cadre-là soumis à l'évolution des marchés. Les 2 points de la négociation sur lesquels les 2 parties vont finalement tomber d'accord, c'est l'audit de la SONABI et de la SONABEL demandé par la CCVC. Parmi les 7 points au cœur de la négociation figure également l'audit du secteur minier et le recouvrement des créances dues à l'État par les dignitaires de l'ancien régime. Les négociations sont terminées. Pour la CCVC, l'heure est à la consultation de la base. Une question se pose, va-t-elle imiter les gilets jaunes du côté de la France? Une chose est sûre, les Burkinabés, visiblement, n'en ont pas fini avec la vie chère. Le projet de loi de finances 2019 prévoit de nouvelles taxes et le rehaussement de certaines déjà existantes. Alors que la polémique sur le prélèvement obligatoire de la taxe de résidence ne s'est pas encore estompée, la taxe sur les véhicules à moteur et le rétablissement du régime commun pour le secteur de la boisson vont à coup sûr faire grincer des dents. Rémi Lambert-Nebi a signé la chronique économie de ce lundi. « 859 milliards de francs CFA à mobiliser par la Direction générale des impôts en 2019. C'est ce qu'indiquent les prévisions du projet de loi de finances 2019. Une hausse de plus de 100 milliards de francs CFA est attendue par rapport à la loi de finances rectificative de 2018. C'est presque la mer à boire pour Adama Badolo et son équipe qui doivent multiplier les stratégies. Et la principale solution que semble leur indiquer le gouvernement, c'est bien l'élargissement de l'assiette fiscale.
De nouveaux impôts et des rehaussements de tarifs de certaines taxes vont entrer en vigueur à partir de janvier 2019 si la représentation nationale donne son quitus à ce projet de loi soumis à son examen. Parmi ces nouvelles taxes figurent celles portant sur les débits de boissons. Jusqu'à présent, dans notre pays, les bars, les maquis, les buvettes, les boîtes de nuit étaient soumis à un impôt synthétique, à un impôt global forfaitaire, donc qui était prélevé une fois pour toutes à la source au moment où on achète, on va dire, les boissons, soit à l'importation, soit au niveau de la Burkina par exemple. Ce que nous voulons faire, c'est de revenir au régime de droit commun pour que chacun puisse souscrire cette déclaration et payer l'impôt avec. Pourquoi on fait ça? Parce qu'il est difficile de trouver quelqu'un qui ne vend qu'exclusivement des boissons. Généralement, les gens vendent des boissons, mais ils organisent parfois des spectacles, ils font de la restauration à côté, certains sont dans le transport en plus. Donc il est bon qu'on maîtrise toutes les activités parce que le secteur de vente de boissons n'est qu'une partie de leurs activités. 2019 pourra également voir le retour de la taxe sur les engins à 4 roues. Cette taxe, dit-on, devra contribuer à alimenter le budget des collectivités territoriales. Il est payé une seule fois dans l'année, en début d'année. Et c'est une taxe qui profite au budget des communes. Les montants, les quantités sont étudiées. Donc ça varie entre, on va dire, 2000 en fonction aussi de la taille des véhicules. Donc de 2000 à 10 000, je crois, pour que ce soit supportable. Ne seront pas concernés par cette taxe les tricycles et les engins à 2 roues, quelle que soit leur cylindrée. L'application de ces nouvelles mesures fiscales devra générer plus de 12 milliards de francs CFA au budget de l'État en 2019. Mais quel sera le regard du contribuable qui devra supporter davantage le poids de la pression fiscale? Au Burkina, ce n'est pas l'imposition qui pose problème, c'est la redistribution. Parce que ceux qui contribuent n'ont pas l'impression que l'on s'occupe très bien d'eux. Ils reçoivent à juste titre la valeur de leur contribution. Et deuxième situation, c'est l'équité dans l'imposition. On a l'impression que c'est une catégorie de personnes qui payent les impôts et l'autre catégorie ne paye pas. Donc, le problème ne se pose pas en termes de « on m'a imposé », mais comment je puisse bénéficier plus tard de cette imposition. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se dénonce comme malversation, mauvaise gestion, c'est peut-être à ce niveau que peut se retrouver la frustration des citoyens. L'économiste du Faso, dans sa parution de cette semaine, note que d'autres mesures fiscales comme le rehaussement des tarifs de la taxe sur les armes, le prélèvement sur les billets d'avion, le rehaussement des taxes sur les produits de parfumerie et cosmétiques, sur le café, le thé et les boissons non alcoolisées sont envisagées dans le projet de loi de finances 2019. De nouvelles taxes qui ne seront appliquées que si et seulement si les représentants du peuple donnent leur feu vert dans les jours à venir. Le projet de loi de finances 2019 sera examiné demain mardi 18 décembre par l'Assemblée nationale. Et comme pour préparer les esprits à l'avènement de toutes ces taxes, la Direction générale des impôts a au cœur de sa 7e conférence annuelle la promotion du civisme fiscal. Pendant 48 heures, les réflexions vont porter sur des questions d'importance stratégique afin de mieux appréhender les préoccupations des contribuables. Madina Sinou. La plateforme de téléprocédure fiscale e-Syntax, un outil qui permet aux contribuables de déclarer et de payer leurs impôts et taxes en ligne. C'est l'innovation majeure enregistrée au cours de l'année 2018 par la Direction générale des impôts. Et cette administration fiscale ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Au cours de sa 7e conférence annuelle, qui se tient ici à Ouagadougou, des réflexions seront menées pour servir davantage les contribuables et faire du même coup de la DGI un véritable organe de recouvrement des taxes fiscales. Cette conférence réunit des agents des impôts, bien sûr,
mais d'autres partenaires de la DGI, aussi bien des administrations publiques que privées, mais y compris également des contribuables et des usagers de l'administration. L'objectif, c'est que nous ayons le ressenti de tout ce monde. Donc pendant ces 3 jours, c'est véritablement des échanges avec tous ces partenaires-là pour qu'on ait à la fin des recommandations pertinentes pour améliorer le civisme aux contribuables. Le service aux contribuables et la promotion du civisme fiscal, c'est sous ce thème que se tient la présente conférence annuelle de la DGI. Un thème qui, selon Adama Badolo, s'inscrit dans les priorités de son département. Vous savez, notre plan stratégique a comme vision faire de la DGI une administration moderne, une administration performante, une administration centrée usager et une administration dont les pratiques et l'organisation sont en phase avec les standards aussi bien communautaires qu'internationaux. Autrement dit, c'est quand on fait tout ça que la DGI peut mobiliser davantage de ressources, que les contribuables eux-mêmes peuvent être plus à l'aise dans leurs relations avec la Direction générale des impôts. Au menu des échanges de cette 7e conférence annuelle, qui se tient du 17 au 19 décembre prochain, le service aux contribuables et le consentement volontaire à l'impôt, état des lieux du service aux contribuables de la DGI, les innovations pour un service efficace aux contribuables. Santé de l'enfant, l'ONG Terre des Hommes fait le point sur la mise en œuvre du projet IEDA lancé en 2014. C'est un programme innovant qui s'appuie sur le numérique pour apporter une amélioration dans la prise en charge médicale des enfants de moins de 5 ans. Besogré Yon Somda a suivi pour nous la rencontre de concertation bilan entre l'ONG et ses partenaires. C'était jeudi dernier à Ouagadougou. Avec un taux de mortalité des enfants parmi les plus élevés de la sous-région, 8,6% observé en 2015, le Burkina Faso s'est lancé depuis quelques années dans des actions novatrices pour faire baisser ce taux. La stratégie de prise en charge intégrée des maladies de l'enfant PESIM fait partie de ces actions et a fait des résultats probants depuis sa mise en œuvre en 2003. Face à certaines insuffisances constatées, la mise en œuvre du PESIM a connu une révolution avec l'arrivée du projet IEDA en 2014. Le projet IEDA est un projet innovant qui utilise des technologies de l'information et de la communication pour pouvoir pour digitaliser des protocoles médicaux et pour améliorer la santé en général, mais surtout des enfants de moins de 5 ans. Le jeudi 13 décembre dernier, les acteurs et parties prenantes du projet s'étaient donné rendez-vous pour présenter les résultats du projet IEDA. Présent dans 5 régions du Burkina Faso, la boucle du Moun, le nord-est, le Sahel et le centre, le projet IEDA est présent dans 720 centres de santé. Regroupant des solutions innovantes et économiques, le projet est constitué de 4 composants essentiels. Aujourd'hui, le projet IEDA a déployé une stratégie qui a un paquet de 4 composantes. Une composante application REC qui permet aux agents de santé de première ligne qui sont dans les centres de santé périphériques de pouvoir suivre un protocole médical appelé PESIME, prise en charge intégrée des maladies de l'enfant. Et une deuxième composante qui est axée sur le coaching et l'amélioration de la qualité. Une troisième composante est basée sur la gestion des performances à travers des tableaux de bord qui sont déployés. Et une quatrième composante qui est le e-running, qui permet de faire de la formation continue des agents sur place dans leur site. En un peu moins de 5 ans de sa mise en œuvre, le projet IEDA a certainement permis au Burkina Faso de baisser le taux de mortalité des enfants. Du côté de la direction de la santé de la famille, on se réjouit de l'apport du projet IEDA dans la mise en œuvre du PESIM. Avec le registre électronique, ça permet aux agents de santé vraiment non seulement d'être rationnels pour ce qui concerne la prescription, mais également vraiment d'avoir une bonne classification et de respecter le processus, puisque c'est une prise en charge qui se fait selon des étapes. Et avec ce registre, l'agent de santé ne peut pas sauter des étapes. Et ça permet vraiment d'améliorer la qualité. Et ça a permis aussi d'améliorer l'adhésion de ces agents de santé-là
à la stratégie PSUME. Donc nous sommes vraiment très satisfaits pour ce qui concerne la mise en œuvre de ce projet. Pour la période d'extension potentielle de Yeda 2021-2025, les coûts moyens d'installation par CSPS sont estimés à 897 000 francs CFA contre 808 799 pour la période 2014-2017. C'est pourquoi l'État burkinabé en attend davantage de ses partenaires financiers et techniques. Un autre projet innovant qui bénéficie à des enfants au Burkina Faso, c'est dans le domaine de l'énergie solaire, des lampes solaires pour 310 élèves de l'école rurale de Kerma dans le centre-sud. C'est l'entreprise La Gazelle et l'ambassade de France au Burkina Faso qui entendent ainsi contribuer à l'amélioration des conditions d'études des tout-petits en milieu rural. Romain Okweta. Un soulagement pour les élèves de l'école rurale de Kerma dans le centre-sud, qui pourront désormais apprendre leurs leçons dans de bonnes conditions, une fois la nuit tombée grâce à des lampes solaires. Un projet de La Gazelle, entreprise spécialisée dans la fabrication de produits solaires, qui inaugure ainsi dans cette localité une station solaire innovante pour les écoles. Les élèves pourront entrer à la maison avec leurs lampes qu'ils auront rechargées à l'école grâce à un système photovoltaïque. C'est une innovation qu'on a fait avec les retours du terrain parce que les gens nous ont fait des retours quand ils distribuaient des petites lampes solaires individuelles. Ça disparaissait, ça n'était pas fiable comme ils le souhaitaient. Donc on a conçu ce produit spécialement pour cet usage-là. Ces lampes sont entièrement fabriquées au Burkina Faso. La station permet aux opérateurs du projet de garder un contrôle sur les lampes mises en circulation et de garantir un suivi et un entretien optimal puisque les lampes doivent être rapportées régulièrement à l'école pour être rechargées. Toutes ces lampes, elles sont chargées sur des stations qui sont collectives donc, et qui se trouvent dans les salles de classe. Donc les lampes ne peuvent pas être récupérées, ne peuvent pas être détournées de leur usage. Le projet a coûté un peu plus de 5,5 millions de francs CFA pour 320 lampes. Il est rendu possible au Burkina Faso grâce au service de coopération et des relations culturelles de l'ambassade de France. Ça permet à des élèves d'avoir une lampe et de pouvoir étudier et souhaiter qu'ils puissent, après le primaire, aller au secondaire. Et comme on l'a dit aussi, ce qui est important, c'est que les filles aussi, dans le monde rural, puissent continuer leurs études plutôt que de rester à la maison à faire les tâches ménagères. Grâce à ce projet, ce sont 310 élèves de l'école rurale de Kerma qui bénéficieront de lampes solaires. Un soulagement pour les enseignants qui espèrent un impact positif sur le rendement scolaire. Le manque d'éclairage en milieu rural impacte négativement les résultats scolaires. Je pense que ce don va contribuer sans doute à l'amélioration de nos rendements. Le projet pourrait s'étendre à d'autres écoles, confie le premier responsable de La Gazelle, qui ambitionne produire plus d'1 million de lampes solaires d'ici à 2020. 2020, objectif 51 jeunes insérés dans le monde professionnel dans le Kourouego. Paris pris samedi dernier par l'association Tend Yalgré et l'ONG Solidar Suisse. Les deux partenaires sont à fond dans la formation et la réinsertion socio-professionnelle des jeunes dans cette province. Samira Samandoulgou, Rémi Lambert-Nébier. Et d'autres même dans la délinquance. Mais c'est désormais de l'histoire ancienne. Vêtus de bleu ouvrier, ces 12 jeunes sont qualifiés en coiffure féminine, en lavage et vulcanisation d'engins, en boulangerie locale et en installation de plaques solaires. Ils nous ont montré comment valoriser notre travail, comment gérer nos finances et comment nous occuper de la clientèle. J'ai appris le métier de la coiffure. Nous avions un pécule et nous bénéficions aussi de conseils. Nous remercions beaucoup l'association ATI car elle nous a aidés. Un conseil que j'ai pour ces petits frères, c'est de se concentrer mieux davantage. Nous tous, on a commencé comme ça. Et aujourd'hui, on sait de quoi aussi on est capable. Et on prie qu'avec cette excellence,
qu'ils puissent nous dépasser un jour. Une année de formation à l'issue de laquelle chaque nouvel ouvrier reçoit un kit d'installation dans son domaine d'activité. Avec l'argent que j'aurai, je vais m'occuper de ma famille. Après cela, je vais aider mes camarades en leur apprenant mon métier de boulanger. C'est ensemble que nous allons développer le pays. Cette initiative est de l'association Tindi à l'Agré de Boussé en partenariat avec l'ONG Solidar Suisse. D'ici 2020, ces deux organisations veulent contribuer à l'insertion professionnelle de 51 jeunes du Kourouégo. Maintenant, on a vu qu'avec les jeunes, il faut appuyer les jeunes pour qu'ils puissent gagner des travail. Si vous voyez ces jeunes-là, il y a d'autres qui sont sortis de sites européens et puis choses. Donc, ils ont commencé à rentrer là où ils ne doivent pas rentrer. Donc, on a essayé de récupérer ces jeunes-là pour les former, pour qu'ils puissent travailler. Ati a compris, c'est la vision du gouvernement actuellement, former mais accompagner. Voilà, ces jeunes qui ont été formés ont été accompagnés pour leur installation. Et ça va porter des résultats avec un suivi certain. En plus des jeunes, les maîtres formateurs ont bénéficié d'accompagnement en pédagogie des adultes, en protection de l'environnement, en hygiène et en élaboration de plans d'affaires. Cet appui est estimé à 11 millions de francs CFA. On a parlé argent aujourd'hui encore au procès du coup d'État raté de septembre 2015. L'origine des 160 millions de francs CFA, dont une partie a été distribuée aux éléments du RSP au moment des faits, cristallise encore les débats 4 semaines après le début de l'audition du général. La défense a présenté les pièces justificatives de la provenance de la somme en question. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est cette pièce brandie ce lundi par le général et ses avocats, un document qui pourrait disculper les éléments du RSP par rapport aux exactions commises lors de ces malheureux événements. Explication, Roméo Kweta. L'audience du jour a débuté par les débats sur les documents bancaires apportés par le général Gilbert Djendjéré pour justifier l'origine des 160 millions de francs CFA dont une partie a été distribuée aux éléments du RSP. Sa position n'a pas varié sur la question. Il soutient toujours que l'argent est un prêt bancaire qu'il a contracté en mettant sa maison en caution. Sauf qu'aujourd'hui, le général n'a pas voulu parler de ces documents qu'il a pourtant apporté lui-même pour sa décharge. Maître Sommet, un des avocats des partis civils, voit en l'attitude du général Gilbert Djendjéré une mauvaise foi, d'autant plus que c'est lui-même qui a apporté ces documents pour sa décharge. Une deuxième pièce a été apportée par le général Gilbert Djendjéré. Cette fois-ci, il s'agit d'un document nommé Comité national populaire qui fait cas d'une réunion au cours de laquelle des personnes préparaient des exactions et des meurtres afin de faire porter le chapeau aux éléments du RSP. Le général dit que le juge d'instruction a eu connaissance de ce document mais n'a mené aucune enquête pour connaître la vérité. Alors que ces documents contiennent des noms et des numéros de personnes qui ont participé à cette rencontre. Qu'est-ce que le juge d'instruction veut donc cacher, questionnent les avocats du général. Le juge d'instruction aurait dû le faire depuis longtemps. Pourquoi il ne l'a pas fait? Qu'est-ce qu'il cache? Voilà, c'est des informations très graves qui sont contenues dans ce document. Nous ne comprenons pas pourquoi le juge d'instruction a mis cette pièce-là dans ses tiroirs pendant 3 ans. Le document ne contient aucune signature. Il comporte 2 écritures différentes, fait observer le ministère public. Et lorsqu'on pose la question au général sur l'origine de la pièce, il dit ne pas vouloir dévoiler ses sources, ce qui fait douter certains avocats de la partie civile sur la fiabilité du document. En procédure, une pièce pour revêtir la qualité de preuve doit quand même être loyale et sérieuse. Une pièce comme ça, il n'y a aucun aspect de sérieux. N'importe qui peut s'asseoir n'importe où et rédiger n'importe quoi et venir le montrer à un juge. On n'en sortirait jamais. Moi, je pense que si le général voulait effectivement
la manifestation de la vérité, eh bien, celui qui a fait cette note, lui la connaît, il peut la faire comparaître comme témoin, ça éclairera le juge et ça viendra peut-être à sa décharge. Ce document est en réalité une prise de note d'un participant, dira plus tard un des conseils du général Gilbert Djendjiri. Toutes ces rencontres dont parle le général se sont tenues les 18 et 20 septembre 2015, alors que la plupart des victimes ont été tuées avant le 20 septembre, fait observer Maître Guy Evekam, un des avocats des partis civils, qui considère donc que cette pièce est une pure invention du général Gilbert Djendjiri qui veut attribuer ses meurtres à d'autres personnes. L'audience reprend demain mardi 18 décembre. C'est quand l'adversaire est persuadé de gagner qu'on a toutes ses chances. Un combat, quel qu'il soit, se mène jusqu'à la dernière seconde. Ne jamais baisser la garde, ne jamais s'avouer vaincu, mais se battre jusqu'au bout. Merci de votre attention. Je vous retrouve demain, Inch'Allah.